Monsieur le gouverneur, mes chers collègues de cette université, aimables modérateurs, mesdames et messieurs, la complexité, on entend souvent ce mot, c'est très complexe, mais en fait ce mot n'a aucune valeur cognitive ni explicative. Quand vous dites c'est très complexe, ça veut dire je ne sais pas bien décrire, je ne sais pas bien expliquer, les choses me semblent mêlées, et disons tout ce que l'on peut dire. Mais déjà de ces premiers mots sur la complexité, on peut revenir deux termes, incertitude et choses qui sont mêlées ou liées. Alors, avant d'arriver à avoir une notion un peu moins floue de la complexité, je veux vous dire que la différence entre complexité et complication. Une chose peut être très compliquée, mais assez simple. Par exemple, si vous avez un nœud très fortement serré de façon diverse, le temps qu'il faut pour démêler ce nœud est compliqué. De même, si un petit chat a joué avec une pelote de laine et que tous les fils sont emmêlés, c'est compliqué de remêler, mais ce n'est pas complexe. Alors vous allez me dire que la complexité, c'est le contraire de la simplicité. Oui et non. Et non, pourquoi? Parce qu'un processus complexe peut arriver à quelque chose de simple. Prenez par exemple un peintre qui a décidé de faire votre portrait. Ce peintre va utiliser avec son pinceau ou son couteau des couleurs différentes, d'appliquer des touches, et le processus de la création de l'œuvre peinte est un processus où vous ne comprenez pas grand-chose. Il est complexe parce que pour vous, il est confus. Mais une fois que le peintre a réussi votre portrait, que vous vous reconnaissez, c'est une chose très simple, c'est moi, vous arrivez. Et souvent, le but, le terme d'un processus complexe peut être simple, et donc complexité et simplicité ne se repoussent pas nécessairement l'un l'autre, même il peut y avoir l'un dans l'autre. Dans l'amour, il y a beaucoup de simplicité et beaucoup de complexité. Le véritable ennemi de la complexité, c'est la simplification, c'est-à-dire qu'au lieu de voir combien les choses sont liées, sont mêlées, sont organisées, on réduit tout à un élément simple pour conduire. Effectivement, la complexité, au début, ne peut pas donner d'idées claires et distinctes, mais on peut y arriver progressivement. Alors, comme approche des problèmes de complexité, il y en a deux principales, mais il peut y en avoir encore d'autres. La première est celle des études de systèmes complexes qui se font en général en physique. Et qu'est-ce que c'est qu'un système complexe dans ce sens-là? C'est un système qui va évoluer, qui va avoir son dynamisme, mais avec tellement d'éléments liés d'interaction, de rétroaction, qu'on peut difficilement prévoir son évolution. Prenez par exemple le système France, un pays. Vous pouvez, il y a 6 ans, faire des prévisions sur son évolution politique, mais il était tout à fait impossible de prévoir que ce serait Emmanuel Macron, qui serait président à cette époque. De même, il était impossible de prévoir la pandémie qui a frappé la France, qui frappe tous. Donc, si vous voulez, dans un système complexe évolue, on peut le traiter
au maximum. La façon la plus simple de traiter des choses aléatoires, c'est la statistique. Par exemple, vous savez très bien que 2, 3 coups de dés, n'est-ce pas, n'annulent pas le hasard, mais une très grande quantité de coups de dés aboutit à une statistique de répartition des résultats. Mais donc, les systèmes complexes utilisent toute une série de techniques, je n'en parlerai pas. Mon propos, justement, est de dire, pour moi, la complexité n'est pas seulement dans des systèmes dynamiques qui évoluent, la complexité est dans tout système. Je dirais, tout système est complexe. Alors, il faut dire, mais que veut dire ce mot système? Ce mot système, c'est un ensemble d'éléments associés les uns aux autres par une organisation qui produit un tout. Alors, pourquoi c'est complexe? Eh bien, c'est complexe parce que le tout organisé produit des qualités qui n'existent pas dans les éléments séparés qui constituent le tout. Je vais vous donner l'exemple le plus éclairant. C'est par exemple une bactérie, un être vivant. Nous-mêmes, nous sommes constitués de cellules vivantes. Mais si toutes ces cellules sont constituées d'éléments physico-chimiques, or, le tout est déjà une bactérie. Elle a des qualités que n'ont aucun de ces éléments pris séparément. Elle est capable de s'auto-reproduire, elle est capable de s'auto-réparer, elle est capable de se nourrir, elle est capable d'avoir un minimum de connaissance du milieu dans lequel elle se trouve et même de connaissance de sa propre organisation en étant capable de se reproduire. Donc, l'être vivant, bien qu'il soit fait uniquement de matière physico-chimique, a, grâce à la complexité de son organisation qui comporte un nombre très grand de molécules et de macromolécules, c'est grâce à cette complexité qui fait qu'il est capable de s'auto-organiser et par là même d'avoir des qualités. Donc, la complexité, c'est quoi? On revient. C'est qu'on ne peut pas déduire, c'est-à-dire utiliser, il y a deux armes de la logique, la déduction et l'induction. La déduction, c'est quand vous pouvez arriver infailliblement à une conclusion à partir de ces prémices. Par exemple, si vous considérez que la loi de la gravitation est une loi universelle, vous pouvez déduire que toute pomme qui tombera, toute pomme d'un arbre finira par tomber à terre. Mais l'induction, c'est une chose qui, elle, dire que si vous avez d'innombrables exemples qui vous indiquent qu'un phénomène est général, par exemple, que tous les signes, c'est-à-dire les oiseaux aquatiques sont blancs, eh bien, comme le disait Popper, il y a quand même des signes qui sont noirs, et donc l'induction n'aboutit pas à une certitude totale. Donc, quand vous avez un système qui a des qualités qu'on appelle les émergences sont ces qualités nouvelles du système, ces qualités ne sont pas déductibles à partir des éléments, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à la logique. Bon, ils peuvent être inductibles, c'est-à-dire on peut dire un être vivant va se reproduire,
et continuer à se reproduire de même. D'accord? Mais s'il arrive des mutations et qu'au cours de ces mutations, l'être change, cette induction, elle aura des limites. Donc, si vous voulez, la complexité comporte une part d'incertitude sur les possibilités de la logique traditionnelle qu'on appelle aristotélicienne. Et donc, à ce moment-là, le problème, c'est que non seulement un système produit des qualités que n'ont pas les parties, et ça vous le verrez dans tous les systèmes, depuis les systèmes sociaux jusqu'au système cosmique, si en même temps, son organisation inhibe des qualités qu'ont les parties. Par exemple, H2O, l'eau, résultat d'une combinaison de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, non seulement a des qualités que n'ont pas l'oxygène ni l'hydrogène, mais elle empêche les qualités propres à l'hydrogène et propres à l'oxygène de se manifester. Et de même, un certain nombre de propriétés des molécules que nous avons dans nos cellules ne peuvent pas se réaliser parce qu'on les utilise pour les finalités de l'organisme. Donc, vous avez ce paradoxe, c'est ça la complexité. Le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties. La complexité est un noyau logique et par là même un noyau d'incertitude, parce que vous ne pouvez pas déduire à partir des parties les qualités du tout. Alors, maintenant j'en viens à des systèmes actifs qui ont une activité. Alors, comme vous le savez, ce sont des systèmes qui utilisent de l'énergie. Prenons par exemple un système de chauffage. Un système de chauffage est alimenté par l'énergie d'une chaudière, par exemple, mais il dispose d'un thermostat dans la pièce qu'il chauffe, ce qui fait que ce thermostat, quand la température adéquate est arrivée, la chaudière s'arrête. Et quand la température baisse, la chaudière se remet en marche. Ça veut dire quoi? C'est très important sur le plan d'une notion fondamentale qui est la causalité. Parce que l'effet fait que l'arrêt de la température rétroagit sur la cause. C'est-à-dire qu'il va arrêter la chaudière. C'est-à-dire que vous avez apparaître une notion très importante que Norbert Wiener a mise au jour dans sa cybernétique il y a dans les années 1940 et quelques, dans cette notion de rétroaction. Et la rétroaction, c'est ce qui permet au système de rétroagir sur sa cause, c'est-à-dire que la causalité n'est plus une causalité linéaire, est une causalité en boucle, une causalité circulaire, ce qui fait que ça change totalement la notion simplifiante qu'une cause produit purement et simplement un effet. Mais il y a un deuxième point qui est important, c'est que ce système a besoin d'énergie qu'il lui fournit de l'extérieur. Et donc, l'autonomie thermique que donne le système de chauffage, elle-même dépend de milieu extérieur, c'est-à-dire du charbon ou de l'électricité. Autrement dit, vous pouvez dégager l'autonomie comme une réalité, mais ce concept d'autonomie
a toujours besoin du concept apparemment contradictoire, la dépendance. Et paradoxalement, plus nous sommes autonomes, plus nous sommes dépendants. Moi, je suis tout à fait autonome avec mon ordinateur qui me permet d'écrire très rapidement et d'envoyer des messages, mais cette autonomie dépend de Wi-Fi, dépend de l'électricité, dépend de la situation énergétique du pays ou de lieu où je me trouve. Ici même, je dépends des micros qui sont devant moi. Autrement dit, nous sommes amenés, et cela est vrai aussi, pour l'être vivant. C'est encore plus vrai pour l'être vivant. Pourquoi? Parce que nous utilisons, c'est-à-dire nous dégradons l'énergie sans arrêt, pas seulement par notre activité physique, mais même dans notre sommeil, où notre organisme est actif, les poumons respirent, le cœur bat, le sang circule à travers les artères et les veines, donc nous gaspillons de l'énergie. Donc, selon la thermodynamique, le deuxième principe, notre système se dégrade s'il ne renouvelle pas son énergie et nous avons besoin donc de nous alimenter. Nous avons besoin de l'écosystème, nous avons besoin d'aliments, de végétaux, de viande, etc. Autrement dit, notre autonomie vivante est dépendante. Je reviendrai un peu là-dessus, car c'est un point très important au moment où se pose pour le monde le problème écologique, c'est-à-dire le problème qui n'est pas seulement la dégradation de la nature et la pollution généralisée, mais que nous ne sommes pas seulement, comme nous le croyons, les maîtres totaux de la nature, nous dépendons intégralement du milieu naturel dans lequel nous sommes et dont nous faisons partie. Alors, cela étant dit du point de vue de système actif, j'en bien un point de vue pour l'être vivant. Quel être vivant, lui, il a donc sa propre autonomie, à partir de ce qu'on peut appeler l'auto-organisation. Il s'organise de lui-même, il se régule de lui-même. Et comme il dispose d'une autonomie thermique, il a 37 degrés sans arrêt, dont il a besoin, et qui vient effectivement de son organisation. Donc nous sommes des êtres vivants, dépendants par notre autonomie, et nous avons un certain nombre de traits spécifiques à la vie, c'est-à-dire qu'il y a en nous le lien de deux caractères qui sont apparemment très différents et opposés, le caractère génétique et le caractère somatique. Qu'est-ce que c'est que le caractère génétique? Il se trouve évidemment dans l'ADN, lequel lui-même se trouve dans chacune de nos cellules, mais l'ADN, c'est notre patrimoine héréditaire, et nous-mêmes, nous avons été produits par un processus génétique où l'ADN d'un spermatozoïde masculin et celui d'une ovules féminine se sont liés, se sont mêlés, se sont combinés. Et donc, nous sommes des êtres, disons, liés. Nous avons ce caractère génétique qui est en nous, mais en même temps, nous sommes des êtres qui vivons dans un monde des phénomènes, dans ce que les biologistes appellent le phénotype. Nous sommes dans un monde phénoménal où alors que
l'ADN est insensible, nous, à travers tout le reste de l'organisme, nos sens, le toucher, la vue, la sensibilité, nous vivons l'existence avec des souffrances, avec des bonheurs, etc. Donc il y a en nous l'union de ces deux choses. Mais à un moment donné, il peut y avoir opposition. Pourquoi les êtres humains ont inventé des procédés pour faire l'acte qui est reproductif, qui est le coït, c'est-à-dire l'union de deux êtres de sexes différents. Cet acte reproductif, nous en évitons les conséquences au profit de nous, être individus somatiques, pour ne pas avoir d'enfants, pour des raisons qui peuvent être diverses, dont des raisons égoïstes. Donc, si vous voulez, il peut y avoir une contradiction entre tout ce qui est la reproduction qui nous dit de continuer l'espèce, de continuer de nous reproduire, qui se trouve en nous, qui est une force extrêmement puissante qui nous commande, et l'autre force qui nous dit non, je veux jouir, moi, de la vie, et donc je me fous complètement de l'espèce. Donc nous vivons cette contradiction, et je pense qu'il faudrait revenir là-dessus, mais si je peux, je le ferai tout à l'heure. Alors, maintenant, il y a la complexité vivante qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, prenez déjà la bactérie. Les bactéries, maintenant, on commence à les connaître du point de vue scientifique. Les bactéries, elles agissent, bien entendu, en fonction de leurs besoins propres, individuels. Elles veulent se nourrir, elles veulent se défendre, et même pour certaines, pour se nourrir, veulent se nourrir de nos cellules. Donc la bactérie a des besoins personnels. Elle a, disons, l'équivalent de ce que nous nommons le moi-je, c'est-à-dire un principe égocentrique. Moi d'abord, moi me nourrir, moi me défendre. Mais en même temps, la bactérie, elle communique avec ses semblables. Et parfois, elle se refile un brin d'ADN qui leur permet de résister aux antibiotiques. Et parfois, quand elles sont dans une mauvaise situation, elles se regroupent ensemble. Et ce qui est vrai pour les bactéries est vrai d'une façon beaucoup plus complexe pour nous autres humains. Nous avons dans la vie, en tant qu'être vivant, mais sur le plan humain, d'un côté, un principe égocentrique qui nous dit de nous nourrir, de nous défendre, de penser à nous. Mais dès l'enfance, nous avons besoin du sourire, de la caresse d'autrui. Nous avons besoin de la tendresse, de l'amour d'autrui. Nous avons besoin de l'amitié d'autrui. Autrement dit, nous avons deux besoins complémentaires et en même temps antagonistes. Le besoin, en quelque sorte, qui nous traite, nous, de nous réaliser, de nous développer, et le besoin et le fait que cette réalisation, pour qu'elle ne soit pas fermée, égoïste et stérile, a besoin de la communauté, de l'amour, de la relation avec autrui. Voilà encore une des complexités de la vie que vous trouvez dans le monde vivant animal et aussi dans le monde humain. Mais en plus, disons, dans le monde humain, vous avez une nouvelle complexité qu'on peut appeler la complexité de la trinité humaine. La trinité, c'est trois termes qui sont inséparables et aussi nécessaires l'un à l'autre. Par exemple,
individu, espèce, société. Alors, prenons, nous sommes des individus dans une société. Mais bien entendu, ces sociétés n'existent que parce qu'il y a eu des interactions multiples entre les individus. Et donc, ces interactions ont créé un tout qui est la société, lequel tout, comme je l'ai dit, a des qualités que n'ont pas les individus. Mais les individus ont des qualités propres que n'a pas la société, notamment la conscience subjective. Mais les individus ne sont pas seulement producteurs de la société, ils sont produits par la société. Pourquoi? Mais parce que pour devenir de véritables individus humains, ils ont besoin du langage, ils ont besoin de la culture, ils ont besoin d'être éduqués. Et donc, par là même, non seulement les individus produisent la société produit les individus. Cette idée où les produits sont des producteurs peuvent être nommés processus récursifs. Un processus récursif est un processus où les produits sont nécessaires à leur propre production ou reproduction. Alors, vous avez ceci, mais vous avez la même relation entre l'individu et son espèce biologique. Pourquoi? Parce que nous sommes les produits d'un processus de reproduction incontestable. Mais pour que ce processus continue, il faut qu'on s'accouple jusqu'à l'insémination artificielle et encore. C'est encore le même processus. Mais donc, il faut donc que le processus ait besoin des individus. Les individus sont les produits et les producteurs du processus de reproduction. C'est-à-dire, là encore, vous avez cette courbe récursive. Et, dans le fond, quand vous voyez ensemble la relation, c'est que individu, espèce, société, vous voyez qu'ils sont interdépendants l'un de l'autre, non seulement par cette récursion, mais le fait que, selon un autre principe que j'appelle le principe hologrammatique, qui est que comme dans l'hologramme, le point d'un hologramme n'est pas comme la photographie, un fragment de l'objet représenté, mais la totalité, de même que la totalité du patrimoine génétique se trouve dans chaque cellule singulière de notre corps, de même la totalité de la société, le tout se trouve à l'intérieur de nos esprits. De même, la totalité de notre espèce biologique, dite Homo sapiens, est à travers notre ADN partout répandu, est présent en nous. C'est-à-dire, nous sommes non seulement des parties à l'intérieur de tout, mais que le tout est à l'intérieur des parties. Voici des notions qui sont incompatibles avec la logique banale et qui obligent à affronter des apparentes antinomies. Ça, c'est le problème de la vie. Et si je voulais aller plus loin dans les caractères de l'individu humain, lui-même est un tissu de contradictions, parce que d'un côté, c'est un homme raisonnable, un animal doué de raison, ce qui est incontestable. Il a développé sa raison dans les sciences, dans les mathématiques, dans la sagesse, dans la philosophie. Mais en même temps, cet être doué de raison est un animal, disons, qui a une propension au délire, c'est-à-dire ce n'est pas seulement les fous qui sont des cas exceptionnels, c'est-à-dire aux colères, aux ambitions démesurées, à des folies possessives, à des délires qui conduisent à des délires politiques comme des massacres et des génocides qui ponctuent l'histoire humaine. Quand on voit l'histoire de l'humanité,
on voit un tissu d'actes merveilleux, de bonté, des chefs-d'œuvre de l'art, de choses admirables, et on voit des choses monstrueuses et horribles. Donc vous avez la complexité au cœur de l'individu comme au cœur de l'histoire humaine. Donc voilà déjà quelques points extrêmement importants. Et je viens de rappeler, disons, la complexité historique. On peut, bien sûr, dans l'histoire, vous voyez le développement de processus économiques, techniques, qui jouent un rôle important, mais vous voyez aussi le rôle du délire et de la folie, de l'ambition humaine, c'est-à-dire il n'y a pas seulement les processus que les économistes ou que Marx mettait en relief, il y a aussi ce que Shakespeare disait de la folie humaine. Donc, dans l'histoire, vous avez des coups de génie, des coups de folie, et vous avez des meurtres incroyables, comme en témoignent les deux guerres du siècle dernier, et espérons-le qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre qui serait encore plus effroyable. Donc, voici la complexité même. Je pourrais parler aussi de la complexité de l'univers. Quand vous voyez ce que disent les astrophysiciens, ils vous parlent d'un événement originel qu'ils appellent le Big Bang, une sorte de surgissement quasi explosif d'une chaleur absolument incroyable, et qu'au cours de ce refroidissement progressif vont se créer les particules, vont se créer la matière, va se créer l'antimatière, et que les photons, c'est-à-dire la lumière, va apparaître. C'est un processus absolument incroyable. Comment, à partir de on ne sait quoi, qu'on peut appeler vide, on ne sait pas quoi, va surgir un univers avec un tel mélange de désordre et d'ordre, de destruction et de création. Et du reste, on peut se demander si le temps et l'espace ne sont pas des émergences, c'est-à-dire des qualités propres à notre univers et qui n'existent pas en dehors de tout ceci. Donc, disons, le spectacle de l'univers, non pas seulement le spectacle de notre regard la nuit, qui voit des étoiles qui semblent éternelles, alors que la science nous montre que pas du tout, elles naissent, elles meurent, elles se tamponnent, elles explosent. L'univers est un mélange d'ordre, de désordre et d'organisation. Et là aussi, la complexité. Il faut rassembler, unir ensemble ces notions qui semblent s'opposer et parce qu'elles sont constitutives de l'univers. Et alors, je n'aborde même pas ici la complexité microphysique qui dépasse tout. Pourquoi? Parce que dans la complexité physique normale dont je parle, il y a des objets, et ces objets qui sont des systèmes. Dans la microphysique, il n'y a pas d'objet, ou plutôt l'objet change. L'onde devient corpuscule. L'onde qui est discontinue qui est continue et immatérielle peut être un petit corpuscule qui est matériel et discret. Donc, vous avez une contradiction dans cette notion. L'objet en tant qu'objet disparaît, de même que notre notion de temps et d'espace. C'est un autre domaine, mais qui nous montre que pas seulement notre univers physique est complexe, pas seulement notre univers biologique est complexe, pas seulement notre univers humain est complexe, mais on peut dire que l'univers microphysique et cosmophysique sont eux-mêmes complexes. Alors, la complexité, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est une invitation à penser à travers la reliance, c'est-à-dire relier des notions qui jusqu'à présent ne sont pas reliées. Et je vous ai donné quelques exemples de techniques, de moyens de reliance, comme la rétroaction, comme la récursion, comme l'union des complémentaires des antagonistes que moi j'appelle dialogiques, un peu en souvenir de la dialectique et de la pensée du grand philosophe Héraclite, qui disait que concorde et discorde sont père et mère de toutes choses. La reliance nécessite un certain nombre de moyens, mais c'est ça qui est un instrument capital. L'autre, c'est évidemment le fait que vous ne pouvez jamais éliminer l'incertitude, mais vous pouvez la localiser, vous pouvez la nommer, vous pouvez vivre à la vie. Je dis que la vie est une aventure dans un océan d'incertitude avec la capacité de se ravitailler dans des îlots de certitude. Donc, vous avez la reliance, vous avez le fait qu'il faut toujours contextualiser que, puisque dans le fond, tout être complexe dépend de son environnement. Donc, et de même, pas seulement, mais vous savez très bien qu'un mot ne prend son sens que dans le contexte de la phrase, que la phrase ne prend son sens que dans le contexte du sens général du discours. Donc, on ne peut pas avoir il faut rompre avec une connaissance qui s'enferme dans l'isolement. Nous avons besoin, évidemment, des disciplines qui traitent séparément et qui isolent un certain nombre de problèmes, mais nous avons besoin de relier les savoirs qui sont dans ces disciplines à travers ces instruments dont je vous ai parlé. Alors, je conclus. Moi, ce que j'appelle méthode, ce n'est pas une méthodologie. Une méthodologie, c'est un programme où on vous dit ce qu'il faut faire de A jusqu'à Z. Au contraire, la méthode, c'est une façon de regarder, de concevoir les choses, les êtres humains, les faits sociaux, la vie, le monde, d'une façon où on est prêt à saisir les contradictions, les antagonismes qu'il faut relier, où on est prêt à voir ce qui est le tout et ce qui est la partie, de voir les émergences, de voir toutes ces choses-là. Ce sont des moyens qui vous aident après à faire votre propre travail de connaissance et votre propre travail de recherche. Donc, je dirais que la méthode pour traiter la complexité est une aide à la connaissance. Elle ne produit pas la connaissance, elle vous aide à produire de la connaissance. Et dans ce sens-là, je pense qu'il est utile d'enseigner les concepts fondamentaux de la complexité de façon à améliorer pas seulement notre connaissance, nos décisions et nos actions dans le monde. Je vous remercie, messieurs, dames.